toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Média. Merci de nous rester fidèles. La presse, canaux de circulation d'informations de toutes sortes, joue un rôle essentiel face à la situation sécuritaire en Afrique. À cet effet, la presse contribue à la maîtrise de l'information pour prévenir l'extrémisme violent. Quel rôle des médias dans la prévention de l'extrémisme violent? Quel impact de cette autorégulation pour un journalisme sensible au conflit et au dialogue interconfessionnel? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, depuis quelques années, le continent africain est confronté à des crises communautaires, la montée de l'extrémisme violent, la menace terroriste et d'autres formes de conflits armés. À cela s'ajoutent des coups d'État militaires et d'autres formes de remise en question des pouvoirs démocratiques. Comment l'Afrique en est arrivée à ce stade? Quelle solution face à ce qu'on pourrait appeler une crise de la démocratie sur le continent africain? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau avec nos invités, M. Christian Sambou, docteur en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu à notre invitation. Merci M. Sow. Donc c'est un grand plaisir de vous retrouver sur ce beau plateau. Donc, je profite pour saluer vos téléspectateurs, donc vos techniciens ainsi que ma co-débattrice. Merci beaucoup. Et comme toujours aussi, un plaisir de partager le plateau avec vous. Madame Fatou Fall, chercheure, analyste aussi en défense et sécurité. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présente à notre invitation. Merci beaucoup Daouda. C'est toujours un plaisir pour nous d'être sur le plateau de Média 1 TV et je profite de l'occasion pour saluer aussi mon co-débatteur et vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Un plaisir toujours partagé également. Déjà, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cette montée de l'extrémisme violent que l'on voit sur le continent africain, que ce soit dans la zone Sahel, que ce soit vers le golfe de Guinée et même dans une partie de l'Afrique centrale? Alors, la première lecture que je fais, c'est que tout simplement, il y a des idéologies nouvelles ou anciennes qui subissent de profondes mutations et que justement les populations qui sont au cœur de ces transformations sociétales subissent de plein fouet ou sont tout simplement des acteurs de ces mouvements que l'on constate. Et il faut dire que par extrémisme violent, ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement la promotion d'actions ou la commission d'actes qui justement pourraient aller vers des actes de violence jusqu'aux actes de terrorisme, remettre en question les principes fondamentaux de la démocratie ou faire tout simplement la promotion d'une idéologie contraire aux valeurs démocratiques, à savoir l'ethnocentrisme ou tout simplement la suprématie d'une race par rapport à une autre. Et dès lors, ça crée des conflits de tout type à travers le continent et il faudrait que tout un chacun se pose et réfléchisse par rapport aux apports qu'aussi bien les communautés pourraient amener à travers leurs composantes hommes, femmes, jeunes, leaders d'opinion, chefs traditionnels et coutumiers, mais également la presse qui joue un rôle central dans cette problématique dans la mesure où nous sommes dans une époque marquée par le numérique, par les médias. Il faudrait que la maîtrise de l'information aille dans le sens, pour moi, de canaliser toute cette masse critique, tous ces mouvements, toutes ces transformations que nous observons. Par rapport à cet extrémisme-là, aujourd'hui, sous nos cieux, est-ce que certaines pratiques ou bien certaines situations n'ont pas davantage constitué en tout cas un terreau fertile pour permettre à cet extrémisme-là de se développer? Tout à fait. Vous savez, lorsque vous communiquez, vous devez choisir vos mots selon le contexte. Lorsque la presse remarque qu'il y a au niveau de la population des discours haineux ou des discours prônant la violence, la presse justement pourrait jouer un rôle de contrebalance en véhiculant des messages, des discours qui permettent de contrer cette violence. Mais également, la presse se positionne dans ce qu'on peut appeler la lutte contre la polarisation, parce qu'une société doit
doit revêtir une forme de cohésion et non pas être polarisé. C'est là qu'on remarque des fractures pouvant justement générer des situations conflictuelles. Donc oui, la presse joue son rôle à travers la maîtrise de l'information, à travers le type d'information et la façon dont cela est communiqué en fonction des environnements. Si vous allez dans des zones rurales, il y a ce qu'on appelle la formation des agents qui sont au niveau des radios communautaires. En fonction de la situation qui prévaut dans ces zones, quel est le message délivré. Donc la presse joue un rôle à différents échelons. Et on reste avec ce rôle des médias, M. Sambou. Les médias, qu'ils soient publics ou privés, ont en commun d'avoir aujourd'hui une mission d'intérêt général avec l'information aujourd'hui du public. Dans ce sens-là, aujourd'hui, selon vous, comment pourrait se manifester ce rôle-là des médias, surtout dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent? Fatou a donné tout à l'heure l'exemple des radios communautaires en milieu rural. Tout à fait. Donc, alors, il faut d'abord souligner que, de manière générale, la presse, les médias jouent un rôle important dans la vie publique, sociale, politique, culturelle, économique, et que, particulièrement, compte tenu du contexte, la presse peut aussi jouer un rôle important sur la sécurité. Donc, tout ce qui est lié au droit à la vie, droit à la sécurité, en constituant une plateforme en fait d'accès à l'information et à l'information de qualité. Plateforme de réception pour les citoyens que nous sommes, mais aussi d'accès pour diffuser en fait, promouvoir nos droits. Donc en ce sens, le rôle des médias est général dans notre vie quotidienne, mais aussi sur l'aspect sécuritaire, notamment la lutte contre l'extrémisme violent ou précisément contre le terrorisme. Les médias, la presse audiovisuelle ou écrite peuvent jouer un rôle déterminant. Sachez que l'extrémisme violent constitue une menace considérable d'abord pour nos droits. Le droit à la diversité, le droit à la tolérance, le droit à l'égalité, l'égalité de sexe. Donc l'extrémisme appelle à l'intolérance, donc refuse aussi les différences. Donc un média qui se constituerait en plateforme de défense des droits, de promotion des droits, surtout des droits culturels, contribuerait, il me semble, facilement en fait, à prévenir l'extrémisme violent et à lutter en fait contre le terrorisme. Mais pour l'inverse, c'est-à-dire un média qui constituerait un canal pour véhiculer aujourd'hui des messages d'intolérance ou bien qui peuvent même mener à un certain extrémisme violent, est-ce qu'ils en sont également forcément conscients? Est-ce que cela ne doit pas aussi ramener aujourd'hui à mieux former ou bien à mieux sensibiliser aujourd'hui ceux qui sont dans ces médias-là, à savoir journalistes, animateurs et autres, sur ces questions-là aujourd'hui de défense, de sécurité et même ces questions d'extrémisme ou d'extrémisme violent? Oui, Madame Fall l'a rappelé tout à l'heure, a rappelé en fait ce rôle des médias dans la propagation en fait, ce rôle potentiel en fait des médias dans la propagation des discours haineux. Donc les radios communautaires en fait peuvent jouer un rôle en ce sens dans des contextes où on a des violences intercommunautaires mais aussi des violences terroristes. Je pense notamment au centre du Mali en fait, où ces radios communautaires en fait sont utilisées lorsque est en jeu des antagonismes violents entre des communautés. Dans ce cas d'espèce, il est important. Il y a des conditions en fait, il me semble, pour que un média puisse jouer un rôle déterminant dans la prévention, notamment le professionnalisme des journalistes que vous évoquiez tout à l'heure. Cette formation permet la qualité du contenu des programmes médiatiques. Cette formation permettrait en fait l'éthique, la déontologie dans le partage même de l'information.
mais j'aimerais en fait que nous accordions sur le fait que les médias, la presse ne constituent pas en fait un isolat, qu'on est dans un écosystème et que donc les acteurs médiatiques, s'ils veulent jouer un rôle dans la prévention de l'extrémisme violent, doivent collaborer avec les FDS, les acteurs politiques, la société civile, et que c'est seulement dans ce sens en fait que les médias peuvent jouer en fait ce rôle qui est tant attendu d'eux, qui est un rôle en fait d'information de qualité sur des droits, sur la promotion de l'égalité, sur la lutte en fait contre certains extrémismes, qu'ils soient politiques en fait ou des extrémismes violents, parce que l'extrémisme violent, il ne faudrait pas le réduire à la pratique. Donc, Madame Fall l'a rappelé tout à l'heure, c'est une dimension discursive dans le discours, qu'on peut retrouver dans différentes idéologies, mais aussi c'est de la pratique, donc dans l'exercice même, l'administration de la violence à des populations civiles. Donc c'est dans cet aspect holistique, global en fait, qu'il faut considérer l'extrémisme. Et il va de soi que toute formation des professionnels des médias doit prendre en compte en fait cette caractéristique des violences extrêmes. Et Madame Fall, il y a M. Sambou qui a rappelé tout à l'heure aujourd'hui la nécessité de collaborer entre médias ou bien entre journalistes, FDS et autres acteurs comme les acteurs politiques. Une chose certes souhaitable, mais est-ce que aussi en partie cela ne risque pas d'être une contrainte pour les journalistes ou bien pour ces médias si souvent ils se heurtent à des principes comme aujourd'hui les questions d'information sensible ou secret défense aujourd'hui que les politiques ou bien les armes, les FDS avancent très souvent? Est-ce que cela ne pourrait pas aussi constituer des contraintes par rapport même à l'exercice de cette fonction d'informer? Alors, par rapport à cela, j'aimerais rappeler les conséquences que l'extrémisme violent, justement, peut avoir sur l'économie de nos États. Il y a un rapport du PNUD de 2020 avec un institut de la place qui avait travaillé sur la question des impacts de l'extrémisme violent sur nos États. Et il a été relevé que les États perdaient environ jusqu'à 97 milliards de dollars par an. Ce qui veut dire que c'est assez important. Et dès là, la nécessité de collaborer entre les différents acteurs dans le domaine de la prévention de l'extrémisme violent est nécessaire. Concernant les contraintes que vous évoquez, pour moi, certes, il existe des contraintes, mais il faut dire aussi que les FDS font des efforts dans la mesure où ils ont un service chargé de la communication, des relations publiques. Donc, par rapport à certaines questions, il y a des communiqués qui sont souvent mis à disposition des médias avant même que les populations puissent y avoir accès. Ce qui veut dire qu'il faudrait renforcer la coopération entre les médias et les FDS, mais aussi avec la société civile qui joue, pour moi, au même titre que la presse, un rôle de facilitateur dans la mesure où nous sommes dans un contexte de prévention, nous ne sommes pas encore dans un contexte d'extrémisme violent existant. Il faudrait qu'on aille beaucoup plus dans le sens d'une prévention quand il y a des indicateurs avérés d'actes dans le sens de la promotion ou d'actes posés tout simplement. Mais pour la société civile que vous venez de citer aujourd'hui, comment est-ce qu'ils pourraient collaborer avec les médias dans le cadre de cette prévention? Au tout début, vous aviez donné l'exemple des radios communautaires, là c'est en milieu rural, mais aujourd'hui en milieu urbain où pour les gens c'est beaucoup plus l'audiovisuel, la télévision ou bien Internet. Comment aujourd'hui ces organisations ou bien ces acteurs de la société civile peuvent collaborer avec les médias dans le cadre de cette prévention de l'extrémisme violent? Alors, je vous donne un exemple. En milieu urbain, vous avez une forte concentration de jeunes. Alors, les organisations de la société civile pourraient, par exemple, en collaboration avec ces jeunes, mettre en place des programmes de vulgarisation de l'information concernant l'ethnocentrisme, concernant la migration, concernant des domaines qui, justement, s'ils ne sont pas pris en compte, génèrent des actes frisant justement l'extrémisme violent. Et c'est là que le rôle des médias intervient dans la mesure où ils doivent être en mesure de mettre à disposition les moyens ou une plateforme pour que ces programmes qui sont élaborés, soit sous forme de vidéos pour les jeunes
ou sous forme de débat. Ça dépend de la forme médiatique qui va être employée pour transmettre des messages. Ça, ce serait un système de collaboration et ça se fait. Ça se fait dans la mesure où les médias s'intéressent carrément à la question sécuritaire et prennent l'initiative d'inviter des acteurs de la société civile qui viennent débattre. Maintenant, il faudrait que l'initiative soit beaucoup plus élargie et qu'il y ait un concept d'innovation qui rentre justement en jeu. Monsieur Sambou, est-ce que la recherche du gain pour les médias ne risque pas aussi de constituer une contrainte? On voit que très souvent, en tout cas à travers certains médias, il y a beaucoup d'émissions ou d'autres productions, en tout cas de divertissement et autres. Et ce sont également des productions qui, derrière, génèrent également des revenus sur le plan financier. Donc, est-ce que cette question du gain également ne peut pas constituer aussi une contrainte dans le cadre de ce rôle-là que doivent mener les médias dans le domaine de la sécurité, surtout pour la prévention? Oui, c'est une question très, très importante parce qu'on est dans un contexte, dans une ère, depuis, notamment au Sénégal, depuis 2000, donc avec l'avènement de l'alternance, dans une forme de privatisation accélérée des médias. On a de plus en plus en fait de chaînes médiatiques privées. Donc, qui dit privé, pense au marché, donc au gain en fait. Après, je pense que les médias, à travers, d'abord, un premier élément, à travers l'autocontrôle, en fait, ou le contrôle par les pairs, je pense notamment au CORED. Donc, le tribunal des pairs, d'ailleurs, qui existe au Sénégal. Exactement, qui est le tribunal des pairs, en fait, qui agit sur tout ce qui est éthique, déontologie. Il y a ce contrôle-là qui peut empêcher, en fait, à un professionnel donc, de la presse, des médias, de pouvoir diffamer quelqu'un parce qu'on est tout simplement payé. Donc il y a un contrôle qui est fait sur ce point. L'autre agence, en fait, je pense à la CNRA, d'accord, qui aussi est une agence, en fait, donc le mécanisme de contrôle existe, en fait, pour ne pas laisser un champ libre, en fait, aux médias, y compris à des privés. Après, et de plus en plus également, par exemple, ces mécanismes sont renforcés puisque avant le tribunal des pairs ou bien même CNRA, c'était des organismes ou des organes de contrôle qui n'avaient pas assez de pouvoir coercitif. Mais de plus en plus aujourd'hui, on a vu dans un pays comme le Sénégal, le CNRA couper le signal d'une télévision parce qu'elle ne se conformait pas à ses cahiers de charges, ou bien le CORED qui aujourd'hui, le tribunal des pairs du CORED qui aujourd'hui a même la possibilité, à la suite de plaintes ou d'actes graves posés par des journalistes ou autres techniciens de la communication sociale, d'aller jusqu'au retrait temporaire ou même définitif de la carte nationale de presse. Donc justement, en fait, vous faites bien d'évoquer toutes ces mesures coercitives de limitation en fait de la liberté de presse elle-même. Sans doute, ces mesures ont été prises parce qu'on s'aperçoit de la tentation pour certains professionnels des médias d'être dans une attitude corruptible, d'accord ? Donc la menace, elle est là en fait, de ne pas avoir une information de qualité parce que d'abord le journaliste n'a pas été bien formé ou de ne pas avoir un contenu de qualité parce qu'il y a eu de la corruption. Quoi qu'il en soit, ces organes de contrôle sont là, il faut qu'on s'en félicite pour notre pays. Ce n'est pas le cas pour tous les pays, d'ailleurs ça renforce la démocratie. Après, l'éthique voudrait que chaque professionnel des médias, à son niveau, fasse un travail personnel dans le sens de c'est quoi être un acteur de la presse, un acteur médiatique, c'est quoi donner une information qui est un droit, je le rappelle. Et cela renvoie d'ailleurs à la question de la responsabilité de ces acteurs des médias et même du respect de ces règles-là qui régissent cette profession, à savoir les questions d'éthique et de déontologie. Tout à fait. Madame Fall, je le disais en introduction, les États membres de l'UNESCO ont apporté une décision historique en l'occupation de la décision 147 visant à accroître la capacité de l'organisation, à savoir l'UNESCO, d'accompagner les États membres dans leurs efforts pour élaborer des stratégies mieux ciblées de prévention de l'extrémisme violent. Ce qui passe par l'éducation, le développement de compétences, l'accès aujourd'hui à l'emploi, l'autonomisation des jeunes, les communications stratégiques, comme vous aviez commencé à les développer tout à l'heure, Internet, les médias sociaux, l'égalité des genres également, et la question même de l'autonomisation des femmes. Autant aujourd'hui de propositions, de solutions. Que pensez-vous d'une pareille stratégie de l'organisation onusienne?
Alors, il faut comprendre que cette stratégie, pour moi, est basée sur la perception qu'on a de la sécurité. Lorsque vous prenez le concept sécurité, il y a différents volets qui ressortent. Il y a le volet environnemental, le volet sanitaire, le volet sécurité des populations. Il y a différents aspects qui ressortent. Mais également, l'ONU aussi table sur l'atteinte des ODD. Donc ces ODD, justement, en atteignant les ODD, cela permettrait d'accroître le bien-être des populations. Donc il va de soi que cette stratégie soit basée sur des éléments précédemment réfléchis et mis en œuvre pour renforcer le bien-être des populations et bien évidemment leur sécurité. Toutefois, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau des médias, certes, il y a des mécanismes de contrôle que vous avez évoqués tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier que ce sont des structures, ce sont des entreprises. Comment ces entreprises gèrent leur personnel, comment ces entreprises effectuent tout ce qui relève du suivi-évaluation et de la vérification de la qualité du contenu. Dès lors, ça pose la question par rapport à ce que Christian évoquait tout à l'heure, la question de l'éthique. Il faudrait que les structures pensent à former leur personnel en ce qui concerne le leadership transformationnel. Ça pourrait permettre justement d'éveiller davantage les consciences chez les personnes qui maîtrisent ou qui manipulent l'information, mais également les amener à aller davantage vers une innovation qui tient compte aussi bien des préoccupations afférentes aux informations qu'il faudrait véhiculer selon les contextes, mais aussi à tout simplement tenir compte de la situation, de l'urgence, de l'ampleur de la situation et mettre en place les dispositifs adéquats. Et pour cette question des innovations, on voit aujourd'hui d'autres canaux de communication, appelés même des médias sociaux ou encore des médias modernes. Ils représentent aujourd'hui l'une des sources les plus importantes de connaissances des schémas comportementaux ou même de la conscience sociale. Aujourd'hui, plus de 90% de ceux qui utilisent aujourd'hui ces formes de communication-là ou bien ces médias sociaux, ce sont aujourd'hui des jeunes. Et par rapport à cela, comment est-ce que ces médias sociaux peuvent constituer une source de culture de la violence, de l'extrémisme et même de comportements criminels déviants? Même si, au niveau de ces médias sociaux-là, les initiateurs ou bien les promoteurs de ces médias sociaux tentent tant bien que mal de mettre des pare-feux aujourd'hui pour distiller ou bien pour censurer tout ce qui est message de haine et autres. Alors, une distinction fondamentale entre les deux formes de médias que vous venez de citer, c'est-à-dire les médias classiques et les médias sociaux appelés réseaux sociaux, donc Facebook, TikTok, je pense qu'on peut inclure YouTube, Twitter, donc LinkedIn, c'est que les GAFAM, comme on les appelle. Les GAFAM, voilà, de manière générale, c'est justement au niveau de ces mécanismes de contrôle. Dans les médias classiques, le contrôle semble aisé, alors qu'au niveau en fait des médias sociaux, la liberté d'expression, si vous me passez le mot, est utilisée à outrance en fait. Et donc, on peut facilement arriver au constat que dans ces médias sociaux, tout ce qui est diffamation, insulte, donc atteinte à des droits aussi, est facilité et permissible du fait qu'il n'y a pas en fait ce contrôle, même s'il y a des tentatives en fait de contrôler ces réseaux sociaux. Mais attention à ne pas tomber en fait ni dans le piège de il y a un média qui concurrence l'autre, ni dans celui de tout ce qui est fait dans les médias sociaux est bon à jeter en fait à la poubelle. Je pense que dans ces médias sociaux, il faut bien distinguer en fait il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain quoi. Donc il y a quelque chose de bon qu'il faut véritablement récupérer à travers ces médias sociaux. Il y a des gens qui se forment, il y a des gens qui sensibilisent, qui promeuvent à de nouveaux droits.
Donc ces plateformes en fait sont des plateformes en fait qui viennent élargir le spectre d'expression des individus sur des droits. Donc il faut les voir. Et par rapport à ces médias sociaux-là, Fatou, selon vous, comment est-ce que ces médias sociaux-là peuvent être vus d'un point de vue positif en contribuant aujourd'hui à la prévention de l'extrémisme violent, puisque de plus en plus également les médias classiques que l'on connaissait sont concurrencés par ces médias dits sociaux? Alors, il faut dire, comme Christian l'a dit tout à l'heure, que ça permet de renforcer d'une part la liberté d'expression, même si on remarque qu'elle est parfois utilisée à outrance. Pour moi, c'est tout simplement un moyen d'exercice pour les citoyens de leur droit de participer à la gestion de la cité, le droit de dire ce qu'ils pensent, le droit de dire comment ils souhaiteraient être gouvernés. Mais j'aimerais aussi attirer l'attention sur le fait qu'il est nécessaire d'aller dans le sens de la mise en place de programmes d'éducation des jeunes et des enfants aux médias. Ça leur permettrait d'avoir un esprit de discernement, mais également de développer l'esprit critique face aux reportages qui sont produits. Et là, même si les organes de contrôle ne peuvent pas carrément limiter les dégâts, si nous arrivons au niveau de la société de faire en sorte que cette approche critique soit développée, je pense que ça pourrait atténuer dans une certaine mesure les effets de cette concurrence entre médias sociaux et médias classiques qui, justement... Aujourd'hui, ces médias, comme les acteurs de la société civile, comme d'autres acteurs aujourd'hui, contribuent au respect de la démocratie en Afrique. Une démocratie qui, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est en crise. On se tentons aujourd'hui vers une crise de cette démocratie sur le continent africain. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur le plateau de Midi 1 pour la seconde et dernière partie du débrief. Dr Sambou, ce que Samuel Huntington appelait la vague de démocratisation est un processus qui avait déjà été enclenché très tôt sur le continent africain, en tout cas dans pas mal de pays, à l'exemple du Sénégal, de la Gambie, du Cap-Vert, de l'île Maurice, de Lesotho, entre autres. Toutefois, la plupart de ces pays africains ont lancé leur processus de démocratisation au début des années 90 et selon deux modalités différentes. Aujourd'hui, un peu plus de 30 ans plus tard, on voit aujourd'hui certains faits ou bien des coups d'État qui reviennent et également d'autres faits qui tendent aujourd'hui à remettre en cause ce processus de démocratisation-là. Quelle lecture en faites-vous ou comment en sommes-nous arrivés là? M. Sow, vous faites bien de rappeler un tout petit peu l'historique de la démocratisation. Vous avez des observateurs qui estiment que le mouvement de démocratisation commence vraiment dans les années 2000, l'avènement d'Internet, donc la liberté de presse, plein d'autres aspects. Quand on prend en compte les critères de ce qu'est un État démocratique, liberté d'expression, légitimité du gouvernement, séparation des pouvoirs, respect des droits fondamentaux, j'en passe. Donc, année 2000, mais comme vous le soulignez avec Samuel Huntington, je pense que ça commence bien avant même 90. L'autre référentiel, c'est le discours de la Baule, avec Mitterrand. Et les conférences nationales également. Exactement, sauf que ce discours de la Baule, contrairement à ce qu'on dit, vient en réaction à ce qui se passait déjà. Je rappelle que nous, au Sénégal, on avait déjà le multipartisme, mais c'est vrai, encadré déjà dans les années 84. Donc, la vague démocratique avait déjà commencé. La chute du mur de Berlin était un facteur déterminant dans la libéralisation, la démocratisation, l'économie en fait qui avait le vent en poupe, avec aussi les 30 glorieuses qui ont eu des effets sur la scène internationale. Toute cette vague en fait a été lue comme devant avoir en termes de résultats, la démocratisation. Donc tous les discours, y compris le discours de la Baule, ont été des réactions à cela. Mais récemment, on constate le retour en fait de l'usage de la force pour accéder au pouvoir. Donc on a enregistré en fait en un an 2 coups d'État au Mali, donc en août 2020, mais aussi
en mars, il me semble, 2021, en Guinée avec Doumbia, mais aussi au Burkina, juste la sous-région. Donc ça nous interroge en fait sur... Et même en Afrique centrale, au Tchad, à la suite de la mort d'Idriss Déby. J'allais oublier cet exemple qui est pourtant assez parlant. Et donc, on en arrive au constat est-ce qu'on est dans une forme de recul démocratique? Et il me semble que ce serait se tromper de parler de recul démocratique si nous ne nous interrogeons pas d'abord sur le contenu de ce que doit être une démocratie, quels sont les indicateurs autour desquels nous nous accordons pour mesurer cette démocratie. Et donc, la question la plus pertinente, me semble-t-il, c'est de poser les choses en termes d'acquis. Qu'est-ce qu'on a acquis en fait jusque dans les années 2020? Est-ce qu'on consolide ces acquis? Est-ce qu'on les perd? Donc à partir de cet instant, on a aujourd'hui, par rapport à ces acquis démocratiques, si l'on en vient aujourd'hui à ce que ces acquis soient remis en cause, ou bien qu'on en vient à revenir à des faits que l'on connaissait dans les années 80, est-ce qu'il ne reviendrait pas également à s'interroger, Madame Fall, sur une crise aujourd'hui de la démocratie sur le continent africain? Je ne parle pas de recul ou d'échec, mais plutôt une crise de la démocratie sur le continent africain. Alors, moi, je ne parlerai pas vraiment de crise de la démocratie, mais de crise de légitimité. Pourquoi j'en viens? Parce que tout simplement, la démocratie est une forme d'expression ou d'exercice de la souveraineté par le peuple. Lorsque le peuple ne se retrouve plus dans la façon de gouverner de la cité, c'est là qu'on peut justement avoir des coups d'État qui se produisent. Il ne faudrait pas analyser de manière systématique un coup d'État comme étant un recul de la démocratie, mais plutôt pour moi comme une émanation de la volonté du peuple à changer la façon de gouverner, parce que tout simplement, le peuple, pour moi, ne se retrouve plus. Mais ce peuple-là a des moyens, des voies et moyens aujourd'hui de changer la façon de gouverner. C'est ce que ce peuple-là a fait en élisant quelqu'un qui aujourd'hui, à l'issue d'autres élections, également peut être enlevé. Pourquoi en arriver à des coups d'État aujourd'hui militaires? Pour moi, on arrive à des coups d'État militaires lorsque le contrôle populaire sur les actions du gouvernement ne s'effectue pas. Et là, c'est là qu'on doit parler de la participation citoyenne, de la liberté d'expression et de la liberté de manifester. Il faut dire qu'il y a des canaux d'expression par rapport à la manière dont la cité est gérée. Mais lorsque tous ces moyens se voient être confisqués par ces personnes qui sont justement élues à juste titre par le peuple n'a aucune autre solution ou considère qu'il n'a aucune autre solution que de se rebeller, de se révolter. Et c'est ce qui donne naissance souvent à des coups d'État. Et par rapport à ça, aujourd'hui, dans ces pays où sont enregistrés ces coups d'État-là, après renversement des présidents civils, il s'en est suivi aujourd'hui, en tout cas dans la plupart entre 2000 et 2022, des célébrations dans les rues de certains pays, des citoyens qui applaudissaient la chute des présidents élus. Est-ce là aujourd'hui, selon vous, en tout cas par méconnaissance aujourd'hui, de la situation dans laquelle elles viennent d'embarquer, ou bien par un jugement de leur part, peut-être d'un échec ou bien d'un recul du modèle démocratique auquel eux, ils s'attendaient, ou bien pour lequel ils avaient élu cet homme-là? Alors, il faut se... Et je parle d'homme avec grand H, ouais, puisque ça peut aussi être une présidente. Tout à fait. Je pense qu'il faut se poser sérieusement la question de pourquoi, à chaque fois, en tout cas les coups d'État récents l'ont montré, chaque fois qu'il y avait coup d'État, il y avait des scènes de joie. Ça rejoint ce que Fatou évoquait tout à l'heure, la crise en fait de la légitimité. Vous avez en fait des sociétés qui sont bâties autour d'un contrat social étatique. L'État en formation, en construction. Cette construction, elle est permanente en fait. Autour de ce contrat social, il y a la question de la gouvernance qui est importante et qui doit être bonne. Et les diplomates, les acteurs politiques, notamment de la CEDEAO, l'ont tellement bien compris qu'ils ont dans l'arsenal juridique en fait, de cette communauté proposé en fait, le protocole additionnel en fait, sur la bonne gouvernance. D'accord ? Sauf que ce protocole, il n'est très souvent pas respecté
dans la plupart de ces États. Et un protocole auquel on risque d'assister à une nouvelle révision en vue de la rencontre du 3 juillet prochain de la CEDEAO à Accra. Tout à fait. Du coup, d'ailleurs, je suis pressé de voir le résultat que ça va donner cette réunion. Ce protocole n'est pas respecté en termes de gouvernance. Prenons un exemple. C'est le Mali. Avant le coup d'État contre IBK, donc Ibrahima Boubacar Keïta, vous avez d'abord une protestation contre, en fait, une protestation post-électorale à l'issue des élections législatives en 2016. Vous avez des populations qui se sont manifestées parce qu'il y avait un tripatouillage. Mais même scénario également en Guinée à l'issue de la réélection pour un troisième mandat d'Alpha Condé. On est à chaque fois dans des contextes pré-électoraux ou post-électoraux. Donc, cette question de la légitimité qui est en crise est renforcée par le sous-développement, d'accord, on parle de démocratie, donc le manque de démocratie, mais au sens de égalité d'accès aux services, qui n'est pas constaté, alors que le contrat social, en fait, le définit. Donc, c'est toutes ces frustrations-là, le cumul de ces frustrations, qui conduit à ce que, quand les militaires, en fait, à la suite de nombreuses manifestations, décident de prendre le pouvoir par la force, sont applaudis, en fait, par de nombreux. Au Mali, on l'a eu en 91. Et on reste avec cette frustration-là aujourd'hui, avant la prise du pouvoir par les militaires, Madame Fall. Rien qu'au cours de l'année écoulée aujourd'hui, l'Afrique a été frappée par une série de coups d'État. Vous en avez rappelé quelques-uns tout à l'heure, ce qui a fait suite à la prise de pouvoir par les militaires dans ces pays. Aujourd'hui, est-ce que la volonté de certains de nos dirigeants, supposés démocratiques, à utiliser aujourd'hui des stratégies antidémocratiques pour se maintenir au pouvoir contre la volonté populaire que vous rappeliez au tout début de vos propos, est-ce que cela aussi n'a pas contribué à accentuer cette situation-là qu'on connaît? Mais tout à fait. Je vous l'ai dit tantôt, lorsque le peuple sent qu'il y a une confiscation de ses droits et libertés, il se révolte par les moyens qui se présentent à lui. Et c'est ce qui fait qu'on va vers parfois des coups d'État comme on a pu l'enregistrer cette année. Dès lors, il faudrait se poser la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour prévenir ce genre de situation. Alors, il ne s'agit pas seulement d'aller dans un processus de démocratisation des sociétés. La démocratie se construit de l'intérieur des sociétés, ce qui veut dire que les réalités sociales afférentes à chaque État comptent dans ce processus de démocratisation. Et pour moi, là où ça blesse, c'est qu'on n'a pas de mécanisme d'évaluation de la qualité de la démocratie en fonction de chaque État. Chaque État, parce qu'il y a des populations qui ont des us et coutumes, des façons de vivre qui leur sont propres. Alors, c'est là que pose le débat. Peut-être des mécanismes endogènes, mais au niveau aujourd'hui extérieur, il y a d'autres mécanismes à travers lesquels nos pays sont jugés démocrates, autoritaires ou pas. C'est ça, j'en viens. C'est-à-dire, nous n'avons pas de cadre d'évaluation de la qualité de la démocratie. Si vous regardez, souvent, les mécanismes qui taxent les États, qui permettent de taxer les États d'être autoritaires ou démocratiques, ce sont souvent des mécanismes étrangers. Je pense qu'en Afrique, au niveau des États, on devrait penser à mettre en place un cadre national d'évaluation intégré. Intégré dans la mesure où il y aura aussi bien les institutions, la société civile, les acteurs communautaires, c'est-à-dire les acteurs pris dans leur diversité, et qu'on définisse des mesures hybrides d'évaluation de la démocratie. Et cela permettrait de voir quelles sont les réformes prioritaires qu'il faudrait mettre en vigueur ou en place au niveau de chaque État. Tant qu'on ne fera pas ça, tant qu'on n'aura pas nos propres indicateurs d'évaluation de la démocratie, nous continuons à nous baser sur des prévisions ou des évaluations externes qui, qu'on le veuille ou non, impactent sur les décisions ou les actes qui sont pris au niveau des dirigeants. Parce que, quoi que l'on puisse dire, même si ces dirigeants ont été élus mis au pouvoir par la population, ils ont des intérêts souvent qu'ils défendent qui ne correspondent pas forcément
aux intérêts des populations. Et s'agissant des réalités aujourd'hui culturelles, sociales ou même politiques aujourd'hui que connaissent ces États africains-là, comme l'a soulevé Fatou, est-ce que cela ne revient pas à s'interroger également sur le modèle démocratique tel qu'appliqué également sous nos cieux? Oui, le modèle démocratique, en fait, renvoie au contenu qu'on donne même à la démocratie. Et en référence à ce que vient justement de souligner Fatou sur les indicateurs, en fait. Et regardez un tout petit peu, Daouda, quand on parle de démocratie africaine, on a souvent tendance à réduire cette démocratie à l'élection. C'est vraiment une conception minimaliste, en fait, de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas l'élection, ce n'est pas le libre choix, le choix transparent, en fait, d'un élu, d'un tout-puissant, en fait. Ce n'est pas du tout cela, la démocratie. La démocratie, c'est plus que cela. Une conception maximaliste de la démocratie voudrait que, dans la démocratie, qu'on intègre la bonne gouvernance, qu'on intègre, en fait, une conception de la démocratie plurielle, donc intégrer, en fait, les communautés qui, à vrai dire, enfin, les individus qui évoluent dans certaines communautés ont parfois plus d'allégeance, plus de référence à ces communautés, aux normes, aux lois, aux textes qui régissent en fait les modes de fonctionnement de ces communautés, que ce que propose en fait le modèle étatique, c'est-à-dire la démocratie étatique. Donc c'est cette hybridation, c'est cette réflexion sur de nouveaux indicateurs. Je ne dis pas en fait qu'il ne faille pas s'inspirer des standards, des indicateurs universalistes, parce que on est tous d'accord ici sur ce plateau que quand on parle de démocratie, le minimum c'est quand même une séparation quand même des pouvoirs, qu'il existe des contre-pouvoirs, qu'il y ait une liberté d'expression, une liberté de presse. Et nous reviendrons sur cette question de la séparation tous ces aspects des pouvoirs, sont importants, de liberté d'expression tous ces aspects sont importants. Mais aujourd'hui, on reste avec cette démocratie-là. Fatou aujourd'hui parle plus d'une crise aujourd'hui de légitimité et non une crise aujourd'hui de la démocratie. Vous n'êtes pas pour aujourd'hui un échec de la démocratie, mais pensez-vous aujourd'hui que vu la situation, en tout cas les faits actuels, qu'on tend vers une crise de la démocratie ou de la démocratisation sur le continent? Je pense qu'il faut prendre les indicateurs un par un. Quand on prend la question des libertés, en fait, où est-ce qu'on était... je prends un exemple pour parler concrètement. On prend notre pays, le Sénégal, en fait. 2000 alternance, donc... on a une impression, et on le sentait en fait, qu'il y a une forme de respect des libertés, donc la presse qui prend place. J'ai évoqué tout à l'heure la question de la privatisation. Récemment, on n'a peut-être pas fait attention, beaucoup d'observateurs n'ont pas fait attention à cela. On a voté en fait certaines lois qui, moi, me semblent en fait trop liberticides. La loi, par exemple, sur la lutte contre le terrorisme, qui a été votée par notre Assemblée nationale, qui crée une forme de synonymie en fait, entre manifestation politique. Est-ce que cela n'est pas une tendance également sur le continent? On a vu la même chose au Sénégal, on l'a vu au Bénin et dans d'autres pays également à travers le continent. Cette synonymie entre aujourd'hui manifestation publique et peut-être qualification d'actes terroristes. Oui, c'est une tendance assez dangereuse en fait et elle a une origine. C'est-à-dire après les attentats en fait contre le World Trade Center en septembre 2001, on a une forme de doctrine de la guerre préventive, de doctrine de lutte contre le terrorisme en fait, qui s'est diffusée vers des organisations telles que l'Organisation des Nations Unies. Des cadres stratégiques ont été retenus, plus ou moins imposés à des États, et tous ces États, une vingtaine d'années après, sont presque obligés de créer ces types de lois. Sauf que ces lois ne sont pas forcément écrites, conçues pour lutter contre le terrorisme, le phénomène terroriste qu'on connaît forcément. Il y a des glissements politiciens en fait qui peuvent être faits à travers ces lois et c'est là que se trouve la dangerosité. Mais on reste avec ces glissements politiciens-là, Fatou. Certains pays africains qui jadis étaient donnés en modèle de démocratie connaissent aujourd'hui des lois et autres mesures des pouvoirs publics jugées liberticides, comme l'a rappelé tout à l'heure Dr Sambou. Qu'est-ce qui a conduit aujourd'hui à cette situation? Et pourtant, ceux qui prennent ces lois sont des gens qui ont été élus démocratiquement à l'issue d'élections et autres. Alors, déjà, il faut mettre le doigt sur la qualité des personnes
qui justement représentent le peuple au niveau des assemblées. Nous prenons l'exemple du Sénégal. Nous avons une majorité mécanique qui appartient au pouvoir, des personnes qui, en fait, pour la plupart du temps, sont illettrées, qui ne comprennent pas ce que veut dire un texte de loi, qui ne comprennent pas les dispositifs et qui valident de manière mécanique. Il faut aussi mettre le doigt sur le manque de volonté politique de vouloir bien faire. Parce que quoi que l'on puisse dire, les leaders aujourd'hui, la tendance qui est observée, c'est une posture de s'asseoir pour se remplir les poches, aider les autres à se remplir les poches et s'en aller. Et tant que nous serons dans cette logique de vouloir faire prédominer nos intérêts personnels sur les intérêts de la société, nous ne sommes pas encore prêts de sortir de l'auberge dans la mesure où les intérêts de la société sont carrément bafoués. Et d'ailleurs, vous voyez la mauvaise volonté des dirigeants à vouloir élucider la question du trouble à l'ordre public. Si vous remarquez, à chaque fois que l'on veut réprimer des opposants, on utilise le terme trouble à l'ordre public. Il n'y a pas de définition explicite à ce jour. Et pourtant, l'Assemblée nationale est là. On pourrait très bien proposer une révision des textes et définir qu'est-ce qu'on met dans un trouble à l'ordre public. Et c'est ce qui amène... Et d'ailleurs, lors de la présentation de ces mémoires, l'historien professeur Abdoulaye Bathily a rapporté la question du trouble à l'ordre public et d'autres principes également aujourd'hui galvaudés ou bien vagues que les agents ou bien que les détenteurs de ce pouvoir administratif-là, les autorités déconcentrées, emploient souvent pour interdire ou bien pour empêcher des manifestations, que ce soit de l'opposition ou d'acteurs de la société civile. Mais pour d'autres acteurs également, cette crise, si on peut se permettre de dire, de la démocratie est en partie due au modèle démocratique choisi par les États concernés. Ce qu'avait commencé à développer tout à l'heure Dr Sambou. On peut citer entre autres le pluralisme classique que nous connaissons, la démocratie libérale ou encore la démocratie participative ou délibérative. Partagez-vous cet avis? En partie, oui, et en partie, non, dans la mesure où, pour moi, comme Christian l'a dit tout à l'heure, la démocratie, c'est une construction progressive et continue. Ça se produit à partir de la volonté des peuples, ça se construit à l'intérieur des sociétés. Donc, si nous avons des sociétés qui continuent à se chercher parce qu'il y a un manque d'existence d'une vision claire, parce que si vous comparez par rapport aux États-Unis, vous regardez comment nos constitutions sont tripatouillées par rapport aux États-Unis, nous n'avons pas la même situation parce qu'ils ont une vision claire de ce qu'ils veulent pour leur peuple et où est-ce qu'ils sont en train de conduire la population. Mais est-ce que ce n'est pas parce que là, le texte est mis en avant plutôt que les hommes, alors qu'ici, c'est plutôt le contraire. Les hommes sont beaucoup plus mis en avant que ces textes de loi. Oui, vous l'avez dit tantôt, des textes qui sont votés au niveau d'une assemblée par des personnes qui sont censées représenter des populations et qui n'ont pas le bagage intellectuel qu'il faut. Et il faut dire aussi que la participation citoyenne n'est pas mise en avant. Parce que quand même, il faudrait recueillir l'avis des populations. Quand vous êtes en train d'élaborer un texte, mais est-ce que le peuple veut de ce texte? Est-ce qu'il est d'accord? Il faut permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer, à défaut d'avoir des représentants du peuple en bonne et due forme, c'est-à-dire qui disposent de toutes les compétences et les qualités nécessaires pour faire adopter des textes. Et cela revient également à la question des élections ou bien des scrutins sous nos cieux. Aujourd'hui, M. Sambou, quel modèle démocratique selon vous pour nos États? Si l'on sait qu'historiquement aujourd'hui, il existait déjà des formes d'organisation, que ce soit des formes d'organisation sociale ou bien politique. Je pense qu'on va pas chambouler, on va pas tout chambouler en fait, et qu'aujourd'hui, voilà, nos États ont plus de 60 ans d'âge, les États post-coloniaux, je veux dire, et qu'on doit plutôt travailler à consolider en fait ces acquis démocratiques. Et donc, je dirais naïvement qu'il faut continuer à rester dans le modèle républicain et démocratique. Républicain parce qu'il faut insister sur la séparation des pouvoirs très clairement, mais que cette séparation en fait des pouvoirs soit accompagnée de volonté politique
mais aussi de volonté en fait d'effectivité. Écoutez, quand vous prenez aujourd'hui notre séparation de pouvoir, et qu'on vous dise voilà, que le procureur, qui en principe, vous me parlez du procureur, c'est la justice en fait, hein, mais qui reçoit ses ordres du ministre de la Justice, il y a quelque chose il y a une réforme à apporter en fait. Donc, on a comme l'impression que sur le principe, il y a la séparation des pouvoirs, mais dans les faits aujourd'hui, il y a cette suprématie, cette supériorité, voire même cette suprématie, la toute puissance de l'exécutif sur tous les autres pouvoirs. Et donc, il ne faut pas s'étonner de ce qu'on voit sur la loi sur le parrainage, du rôle qu'a eu à jouer le Conseil constitutionnel. Et quelque chose me dit en fait que le législateur, en faisant même la loi sur le parrainage, n'avait pas imaginé une situation telle que nous la vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que le parti majoritaire et le parti d'opposition aussi majoritaire, le plus puissant, puissent être dans des erreurs matérielles et puissent... et de violation flagrante même de cette loi sur la parité. Parce que je finis, parce que pour moi, ce ne serait pas du tout démocratique en fait. Que partant d'une décision, je ne dis pas que c'est ce qui est, mais partant d'une décision d'un Conseil constitutionnel, parce que c'est ce qui devrait être, que parce que le parti majoritaire n'a pas respecté la parité, que sa liste soit supprimée, et que le parti en fait d'opposition, parce qu'il y a un vide juridique en fait sur le doublon qui a été créé, qu'on lui permette de réviser. Donc pour moi, c'était inimaginable qu'on n'ait pas Benno Bokk Yakaar dans une élection. Ce ne serait pas une élection démocratique. Et donc c'est ce qui a conduit à cette situation inédite, comme vous le dites, avec une liste aujourd'hui nationale de l'opposition, plus particulièrement Yewwi Askan Wi, puisqu'il y a d'autres coalitions de l'opposition, où les titulaires sont invalidés, mais les suppléants pourront aller à l'élection. Le contraire pour Benno Bokk Yakaar, c'est-à-dire les titulaires aujourd'hui, la liste est valable, mais la liste des suppléants également a eu ce même problème matériel, c'est-à-dire de respect aujourd'hui de cette loi sur la parité. Fatou, sur juste quelques minutes ou quelques secondes, nous en sommes presque à la fin. Est-ce qu'aujourd'hui des résistances telles que l'état de droit, mis à mal dans certains de nos pays, et nous l'avons rappelé tout au cours de nos échanges, par des velléités de retour à l'autoritarisme et le despotisme, des élections mal préparées ou manipulées, ou bien même le tripatouillage aujourd'hui de nos constitutions, n'ont pas conduit à cette situation aujourd'hui que nous vivons présentement? Tout à fait. La situation que nous vivons actuellement ne découle que des actes posés par les acteurs et surtout nos dirigeants qui se plaisent, pour moi, à créer des situations d'instabilité tout simplement pour préserver des intérêts personnels qui ne sont pas légitimés par le peuple, qui n'en veut pas et qui souhaite vraiment disposer pleinement de sa souveraineté, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la souveraineté des États, mais de la souveraineté des peuples qui, à ce jour, se trouvent opprimés de par tout moyen en fonction d'une perpétuelle violation de leurs droits. Et une souveraineté populaire à respecter dans la mesure où les hommes vont partir et ces institutions-là vont demeurer. Donc si chaque homme qui vient veut adapter ou bien conformer ces textes à sa bon vouloir, cela crée encore d'autres problèmes. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Nous recevions Dr Christian Sambou. Vous êtes docteur en sciences politiques et relations internationales. Merci encore d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, M. Sow. Donc, remercier à nouveau vos collègues techniciens qui nous ont bien accueillis. Donc, remercier aussi ma co-débattrice, Mme Fall. Merci également à votre co-débattrice, Mme Fatou Fall, chercheure et analyste en défense et sécurité. Merci d'avoir une nouvelle fois été là avec nous. C'est plutôt moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être là sur le plateau de Midi 1 TV. Ça a été un plaisir aussi de débattre avec mon collègue, Dr Christian Sambou. Et nous remercions aussi les hommes de l'ombre qui sont là, voilà, au niveau de la régie. Merci beaucoup également à ces hommes de l'ombre. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.